est politique, bonjour, bienvenue sur i24 News et bonne année à tous. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Elisabeth, bonne année. Bonne année, c'est aussi ce que souhaitent les proches de Nicolas Sarkozy pour cette année 2015, une année décisive. Ah bah c'est décisif, il vient de revenir là fin 2014 et il n'est pas aussi à l'aise qu'on le disait ou qu'on voulait bien le dire. Donc 2015 ça va être décisif, d'autant qu'il y a des élections et ces élections devraient lui être favorables. Mais il faut aussi qu'il s'impose à l'intérieur de son propre camp. Vous allez nous en parler. Christian Mallard, bonne année et bonjour. HNY, Happy New Year. Vladimir Poutine, qui semblait invincible, est fortement sonné par la crise économique en Russie. Mais sa popularité reste forte et surtout, il explique que c'est à cause de l'Occident. En partie. Mais vous savez, il faut toujours se méfier d'un ours blessé, parce qu'il va rebondir en 2015, ça je peux vous le dire. Tout est politique. 2015, l'année décisive pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a donc bien été élu président de l'UMP en 2014 et pour lui, tout reste à faire. Avec un score de 64,5% des voix, le président de l'UMP a l'intention de rapidement passer à l'action. On l'écoute d'abord, c'était quelques jours après sa victoire. Notre devoir, quelles que soient nos ambitions, quelles que soient nos sensibilités, nos amitiés ou nos manques de sympathie, c'est de nous unir pour créer les conditions qui vont permettre une alternance moderne avec de nouvelles idées. Ensemble, nous allons créer les conditions d'un rassemblement, personne ne sera soumis, mais où l'intérêt général, l'intérêt collectif, la capacité à assumer l'alternance dans le pays qui est le nôtre, dans la situation où se trouve le pays, c'est notre devoir. Alors Yves, changement de nom de parti avant les départementales, retour sur le terrain 2015, là, ça passe ou ça casse pour Nicolas Sarkozy? Oui, il a deux défis majeurs, Nicolas Sarkozy. Il a un défi à l'intérieur de son camp. Bon, il veut faire la cuisine interne, ça, pourquoi pas? Il prend un risque quand même, il prend un risque, mais enfin, pourquoi pas? Mais il faut qu'il tienne la maison unie et néanmoins qu'il la garde à sa main. Et ça, c'est compliqué, il n'a ni l'un ni l'autre. Elle est plutôt désunie. On voit Juppé, Fillon, Le Maire, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis des tendances aussi entre Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et M. Wauquiez. Il n'y a rien de commun. Oui, qui se battent pour des mètres carrés de bureau, pitoyables. Et aussi unis, mais aussi dont il soit le chef. C'est-à-dire qu'il soit le numéro un, incontesté et incontestable, comme il l'a été par le passé. Et puis il a un autre défi, tout en faisant ça, c'est de montrer aux Français qu'il a changé. Ça, c'est loin d'être évident. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est ce que voient la plupart des Français. Mais il faut qu'il montre aux Français, parce qu'on dit, mais 65%, c'est vrai qu'il a été bien élu dans son camp. Mais là, c'est le club de fans, l'UMP. Je vous interromps. Globalement, il n'est pas désiré par les Français. On n'a pas envie de le voir revenir. Il dépasse, c'est-à-dire son camp, pour aller, pour séduire ceux qui n'appartiennent pas à l'UMP, ceux qui ne sont pas nécessairement de droite, parce que être élu, c'est 50 plus 1. Et on sent que, de ce point de vue, dans les sondages, en tous les cas, mais les sondages, ça vaut ce que ça vaut. 2 ans et demi avant, ça fait... Juppé est mieux placé que Nicolas Sarkozy de ce point de vue. Mais est-ce qu'il va essayer d'abattre Juppé? Parce que finalement, Juppé, c'est son ennemi numéro 1 maintenant. Ouais. Juppé est capable c'est sans doute le plus capable de ratisser à gauche, au centre, et puis quand même à droite. Alors, il va essayer de l'abattre, évidemment qu'il va essayer de l'abattre. Je ne pense pas qu'il puisse faire l'économie des primaires. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir supprimer les primaires comme on lui en prêtait l'intention. Oui, en revanche, Juppé, je pense qu'il songe à deux faiblesses de Juppé. Et il a deux faiblesses, Juppé. La première, est-ce qu'il a la volonté d'aller jusqu'au bout, de se battre comme un puncher qu'est Nicolas Sarkozy quand il est sur un ring. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Yves? Moi, je pense que, de ce point de vue, il a encore à nous surprendre, Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé, à ce côté, on me désire. Je viens que si on me demande, un petit peu comme Édouard Balladur en son temps. Désiré Juppé. Voilà. Il a un deuxième handicap, Juppé d'une certaine façon, alors que c'est un vieux routier de la politique. Il a des réseaux beaucoup moins constitués que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, je vous parlais du club de fans, mais en plus il a des réseaux. Normal, il a été président de la République, il a été président du parti. Juppé, il a été Premier ministre, il a été aussi président, faut pas l'oublier, du RPR et au début de l'UMP, mais il lui manque quand même un réseau. On voit bien, il n'a pas un réseau d'élus locaux comme Nicolas Sarkozy. Réseau, il s'en sort plutôt bien. Oui, parce que pour le moment, ce sont des sondages qui sont des sondages faits auprès de tous les Français. Mais vous savez, une élection, ça se gagne step by step. C'est-à-dire que vous gagnez étape par étape. Voilà, Mitterrand le savait très bien, Hollande le sait pertinemment.
Sarkozy le sait aussi. Il ne faut pas brûler les étapes. Ceux qui ont voulu brûler les étapes, ils se sont tous brûlés les ailes. Mais... Jospin, Balladur, Barre, tous ceux qui étaient donnés gagnants 2 ou 3 ans avant le scrutin, eh ben finalement, ils ont échoué. La photo d'aujourd'hui vous paraît plausible. Je veux dire, quand on a un Alain Juppé qui est donné vainqueur, enfin comme meilleur présidentiable global, à 47%, Manuel Valls derrière, 36%, et Sarkozy arrive en 3e position à 31%. Oui. Ça vous paraît logique tout ça? Ça me paraît très logique. D'abord parce que Valls, 2e position, parce qu'il incarne une espèce d'autorité naturelle qu'on n'avait pas avec, qu'on n'a pas avec François Hollande. Et à gauche, il y avait besoin de ça. Et puis, Alain Juppé, écoutez, ce qui est génial, c'est qu'Alain Juppé, il y a 15 ans, c'était l'homme le plus détesté quelqu'un qui était détesté. Comme Fabius, les deux qui sont appréciés aujourd'hui, ce sont deux profils d'ailleurs assez semblables. C'est Laurent Fabius et Alain Juppé qui aujourd'hui renaissent à la faveur de leurs 70 ans. Alors, dernière question, Yves, quelles sont aujourd'hui les forces qui caractérisent Nicolas Sarkozy? À part le fait qu'il ait été président, oui, mais c'est quoi sa force? Il a 3 forces principales. C'est 1, qu'il a déjà été effectivement la légitimité du passé. 2, c'est qu'il a un dynamisme et une volonté de faire dont très supérieure aux autres. Voilà. Et à Hollande et à Hollande. Non, mais c'est autre chose. D'accord. Et la 3e chose, c'est que il a quand même le parti. Et quand on a commenté son élection, on a été un peu rapide en disant il n'a pas été. C'était pas triomphal. Voilà. Enfin, 65%. C'est pas un plébiscite, mais c'est quand même des scores qu'on fait dans certaines autocraties de par le monde. Ça, ce sont des forces pour 2015. Pour 2015. Tout est politique, le double message de Poutine à la Russie et à l'Occident. Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux de créer un nouveau mur en Europe. C'était lors de sa conférence de presse annuelle. On le regarde. Les bases américaines sont partout dans le monde. Et vous dites que c'est nous qui sommes agressifs? Que font les forces militaires américaines, et notamment des armes tactiques en Europe? Les Américains ont-ils essayé d'avoir un dialogue avec nous? Non, pas du tout. Ils ne nous ont donné qu'une réponse. Ce ne sont pas nos affaires. Chaque pays a le droit de choisir la façon dont il veut se défendre. Eh bien, nous allons faire cela nous aussi. Christian, la bulle Poutine se dégonfle pour 2015? Oui, mais attendez, il a pas tort surtout, puis en même temps, il est très malin. On le sait très bien, on n'est pas au pouvoir comme ça, comme il l'est aujourd'hui. Il subit en effet les sanctions qui ont été adoptées par les Occidentaux, par l'Union européenne, par rapport à la politique qu'il a menée à l'Ukraine, par rapport à la Crimée. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, il y a le prix du baril de pétrole qui a considérablement baissé, qui est passé de 100 à 60 dollars le baril. Et donc, comme l'économie russe est quand même très dépendante des exportations pétrolières. Peut-être trop même. Peut-être trop. C'est pour ça qu'il est très conscient qu'il faut diversifier l'économie. Les problèmes de la Russie. Trop dépendante de l'économie, enfin du pétrole. Du cours du pétrole. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il en paye le prix. Maintenant, c'est vrai, quand on revient à son discours, on revoit un Poutine combatif qui fait appel au nationalisme. Oui, mais le fait qu'il en veuille comme ça à l'Occident, qu'il se positionne un peu comme une victime, on le sent affaibli là. Écoutez, quand je disais qu'il n'avait pas tort surtout, qu'est-ce qu'on va l'embêter dans sa sphère d'influence? Aujourd'hui, on veut toujours que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en suis pas sûr. On a toujours ce bouclier antimissile que en Pologne et en Tchéquie. Là, je me fais l'avocat de Poutine une fois de plus. On va dire que je suis un porte-parole de Poutine. Non, j'essaye de me mettre à sa place et de voir le type de réaction qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, moi je pense que les Occidentaux, encore une fois de plus, ne savent pas lui parler. Je le dis, je le redis. Et il faut discuter avec Poutine. On en a besoin. Une partie de la Russie est quand même en Europe. C'est un partenaire sérieux. Il peut être un élément utile, et je crois qu'il l'est, dans la lutte contre le terrorisme international et contre l'islamisme. On a besoin de lui en Irak, on a besoin de lui en Syrie. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger Poutine. Et plus on voudra l'enfoncer, et plus on va avoir un homme combatif qui va vouloir se venger. Je crois qu'il y a une forme d'inconséquence de la part des Occidentaux, enfin de la vieille Europe en tous les cas, des États-Unis certainement aussi. Qu'est-ce qui s'est passé si on fait le film de depuis un an et demi? C'est que la première chose, on a réagi avec une espèce de morale internationale qui consistait à dire il faut sanctionner parce que ce que fait Poutine, c'est mal. Poutine, c'est le mal. Et c'est ce qu'on a répété sans arrêt dans les chancelleries occidentales. On a dit la même chose de Bachar el-Assad. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se dit que si jamais la Russie de Poutine s'effondre
économiquement, eh ben, on va en payer les conséquences. C'est-à-dire qu'on va être déstabilisés tous autant que nous sommes. Mais bien sûr. Y compris dans la vieille Europe, parce que, eh bien, il y aura une désorganisation financière, économique, commerciale qui sera très préjudiciable. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit, mais attendez, il faut peut-être être un peu plus gentil avec Poutine. Voilà. Et Hollande a compris ça. Et effectivement, Hollande l'a compris. Et ça, c'est quand même, il l'a compris, mais un peu tard la aussi. réunion de Minsk. Alors, la réunion comme Angela Merkel l'a compris aussi. Voilà, la réunion de Minsk est intéressante parce que normalement, elle est faite pour vraiment négocier tous les problèmes qui sont sur la table. L'objectif, c'est de l'arranger, de tout négocier. Poutine avait dit à Hollande, lorsqu'ils se sont rencontrés à l'aéroport de Voukovo, au retour du Kazakhstan, il lui avait dit « Je vais reconnaître le droit à la souveraineté de l'Ukraine. » Je pense qu'il faut le prendre au mot, là. En plus, s'il y a le cessez-le-feu demain, c'est ce qu'on cherche, je pense qu'à ce moment-là, les choses peuvent s'apaiser, qu'on peut lever à un moment ou à un autre, plutôt tôt que tard, les sanctions, faire des gestes d'apaisement, de conciliation auprès de Poutine, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un dialogue normal avec lui. Est-ce qu'il peut influencer Vladimir Poutine? Ou qui peut influencer Vladimir Poutine dans ces décisions-là? Écoutez, je crois que c'est un homme qui n'est pas vraiment influençable. Il a son idée de la façon dont il veut mener la Russie. Il faut répéter quand même qu'il a mal digéré la chute de l'Empire soviétique et que quelque part, à sa façon, il essaye de recréer un petit empire avec tous les pays qui sont autour de la Russie aujourd'hui, parce qu'il a envie quand même qu'on le respecte. C'est un tsar, Poutine. Il a envie qu'on le respecte, il a envie que la Russie soit prise en considération et ne soit pas considérée aujourd'hui comme un partenaire courant sans plus. Mais il y a un problème aujourd'hui. On a un nouveau président à la Commission européenne, il faut en tenir compte, qui s'appelle Donald Tusk. C'est un Polonais. Et les Polonais, comme lui, n'ont jamais été tendres vis-à-vis de la Russie. Donc ça, il va falloir aussi surveiller un peu l'attitude de la Commission européenne, l'attitude de M. Tusk, et puis voir si Poutine tient ses paroles, reconnaître le droit à la souveraineté de l'Ukraine. C'est là-dessus qu'on l'attend. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Vous le connaissez un petit peu? Je l'ai rencontré 3 fois dans ma vie. Je pense que le personnage est capable de le faire. Mais encore une fois, il ne faut pas trop le blesser. Comme on dit toujours, on prend l'image de l'ours. Je disais tout à l'heure, un ours blessé peut être dangereux. Alors attention. Et Poutine est un tsar. Est un tsar. Tout est politique. Les perspectives de l'année. Alors Yves, vous avez choisi Marine Le Pen pour 2015. Si son parti arrivait en tête aux élections départementales, c'est ça? Oui, alors il va y avoir... La séquence électorale qui a eu lieu en 2014 a été très favorable au Front National, à la fois pour les municipales et pour les européennes. Il y a 2 élections qui sont importantes en 2015, les départementales à la fin de l'hiver et les régionales qui devraient avoir lieu au mois de décembre. Contrairement à ce qui a été dit, je ne pense pas qu'elles soient avancées. Ces 2 scrutins vont montrer, ça c'est certain, c'est écrit, que le Front National va progresser sur le plan local. Le Front National pourrait très bien arriver en tête dans ces 2 scrutins en nombre de voix, mais pas en nombre d'élus. Et c'est tout le problème de Marine Le Pen. Si, encore une fois, elle arrive en nombre de voix en tête au départemental et au régional, elle va dire il faut changer le mode de scrutin pour les législatives parce que c'est pas normal. On a aussi gagné les européennes et on a été mal récompensés. Et on a bien joué aux municipales et on a un nombre d'élus qui est assez faible. Donc elle va vouloir faire ça. Yves, mais si l'économie française va mieux d'ici la fin 2015, est-ce que vous pensez qu'elle aura cette victoire confortable annoncée? Oui, de toute manière, je pense que pour les départementales, c'est écrit. Ça ne pourra pas être aussi subi, si vous voulez, aussi rapide, la reprise. En revanche, à la fin de l'année, vous savez, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir un changement, les régionales. On a redécoupé la France en 13 régions au lieu de 22. Et je peux vous dire que ça bouge chez les élus locaux, même chez certains administrés, qui voient ça d'un mauvais œil, même ceux de gauche. Même ceux de gauche, et qui pourraient bien le faire payer à M. Hollande, qui voulait cette réforme qui était de toute manière, si elle est bien faite, qui sera nécessaire et qui sera utile. Christian, vous, votre perspective de l'année, c'est Barack Obama qui a de nombreux défis à relever. Barack Obama était quand même plutôt décevant jusqu'à présent. Bon, on peut lui donner crédit d'avoir fait un peu fait tomber le mur avec Cuba. Bon, c'est intéressant, mais ça va prendre du temps avant qu'on en
On sent les résultats. C'est le groupe État islamique. Mais les gros dossiers, c'est encore une fois de plus l'État islamique. Je vous rappelle qu'Obama a toujours dit que le problème avec l'État islamique ne serait même pas résolu. C'est lui qui le dit avant son départ de la Maison-Blanche le 21 janvier 2017, avant la passation de pouvoir. Donc, avant qu'il dise ça, il disait aussi qu'il avait sous-évalué en 2014 le groupe État islamique. On n'a pas cette phrase-là, mais c'est inadmissible d'avoir un président américain qui, dès le départ, dit Daesh, l'État islamique, c'est une équipe de basketball junior. Il a été rabroué par son ministre de la Défense, Chuck Hagel, qui en a payé en partie le prix. On l'a contraint à la démission parce que le président n'a jamais admis qu'on puisse lui faire ce type de réflexion. Puis il n'admet pas non plus que les militaires américains lui disent sans arrêt il faut envoyer des troupes au sol. Lorsque vous interrogez aujourd'hui tous les experts militaires, tout le monde vous dit il faut envoyer des troupes au sol si on veut vraiment venir à bout de l'État islamique. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir quelle place l'histoire accordera à Obama de façon rétrospective. Obama, qui a été un souffle et un espoir énorme quand il a été élu, eh bien, on verra comment l'histoire... Prix Nobel de la paix bien avant l'heure. Vous restez avec nous pour une rétrospective de l'année 2014. Dans la seconde partie, Tout est politique. À tout à l'heure.